Nos invités en plateau, Vincent Jarousseau, bonjour, vous êtes auteur, documentariste et photographe dans Les âmes et les urnes, 10 ans à la rencontre de la France qui vote RN. Ça, c'est votre ouvrage publié aux éditions Les Arènes. On est en visio avec Marie Pochon, vous êtes députée écologiste de la Drôme. On est toujours avec Astrid de Vilaine, éditorialiste politique à France Info. Et puis, on espère réussir à se connecter avec Hélène Desplanques, qui a réalisé le documentaire Les Doléances. D'abord, petit tour de table sur ces cahiers de doléances ouverts au public. Marie Pochon, c'est vous qui aviez défendu une proposition de résolution transpartisane pour rendre public ces cahiers de doléances issus des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand ça a été adopté ? Alors j'ai été ravie, je pense que ça correspondait à une attente citoyenne qui était forte. On voit partout en France fleurir des collectifs citoyens qui vont à la recherche de qui sont très mobilisés pour aller chercher effectivement la substance de ces doléances qu'on considère aujourd'hui comme un trésor national. Ça a été un long combat d'écrire cette résolution, que de la faire inscrire à l'ordre du jour, puis de la faire adopter à l'unanimité. Et je tiens à le souligner, c'est assez rare qu'on ait des textes comme cela dans cette assemblée assez fracturée qui sont adoptés à l'unanimité, mais parce que je crois qu'il y a une vraie nécessité d'abord à ce que les promesses politiques qui sont faites et celles de l'État en premier lieu, celle du chef de l'État, pardon, en premier lieu, le président de la République avait promis la publication, la restitution des cahiers de doléances lorsqu'il a ouvert le grand débat national. Et c'est une promesse qui, pour l'instant encore, reste non tenue. Donc c'était ce premier élément. Et puis la deuxième chose qui était importante au travers de cette résolution, c'était de faire en sorte qu'enfin, la politique publique et la décision politique se basent sur une considération de la parole citoyenne. Sur l'ensemble des propositions, l'ensemble des préoccupations, l'ensemble des alertes, des angoisses, mais aussi des espoirs que peuvent avoir celles et ceux qui sont souvent les plus éloignés du fait politique. On le sait, les cahiers de doléances ont notamment émergé dans les territoires ruraux ou périurbains. C'est l'association des maires ruraux de France qui avait d'abord initié la mise en place de ces cahiers dans les mairies pour que les citoyens et citoyennes puissent s'en saisir et puissent écrire leurs préoccupations au chef de l'État. Donc je crois que c'est important qu'en tant qu'Assemblée nationale, on donne du poids à cette parole citoyenne et que derrière, on puisse en tirer des leçons et potentiellement des propositions pour demain et pour l'avenir de notre pays. Vincent Jarousseau, est-ce qu'on peut juste expliquer d'un mot, d'un point de vue technique aux téléspectateurs, ce que c'est qu'une résolution ? Pourquoi ces cahiers de doléances ont-ils fait l'objet d'une résolution ? Disons que pour parler très simplement, une résolution, c'est un principe, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'un projet de loi pour ouvrir des archives. En moyenne, je crois que généralement, les archives sont consultables dans les archives départementales au bout de 50 ans. Elles sont ouvertes au grand public au bout de 50 ans. Jusqu'alors, elles étaient uniquement consultables par des chercheurs sur demande. C'était extrêmement compliqué, d'où la constitution de collectifs pour pouvoir justement ouvrir ces archives. La résolution permet derrière, alors je vais pas m'avancer, mais je crois que derrière, il doit y avoir un décret du président pour permettre l'ouverture de ces archives au grand public, à la fois de manière anticipée. De manière anticipée, à la fois consultable dès maintenant dans les archives départementales et avec une mise en ligne, ce qui n'est pas simple, parce que ça suppose un traitement, une numérisation à partir de 2026, si j'ai bien compris. Astrid de Vilaine, pourquoi 6 ans ? Pourquoi est-ce qu'on a attendu si longtemps ? C'est vrai que c'est une question qui se pose. C'est ça, moi je trouve que c'est très bien qu'on y ait accès, mais enfin que de temps perdu. Parce que souvenons-nous du contexte. Emmanuel Macron lance ce grand débat, les doléances sont permises, mais enfin en réalité elles ont dormi dans des tiroirs, à part pour les chercheurs qui ont eu le courage, l'intelligence d'aller les chercher, etc. Mais enfin, c'était aux politiques de s'en emparer. Et il me semble même qu'à l'époque, c'est Sébastien Lecornu, qui est aujourd'hui ministre des Armées et qui était en charge de ce grand débat national d'un point de vue politique, avait promis que ce soit en open data. En open data, c'est-à-dire accessible à tous d'un point de vue numérique et justement qu'on pouvait les trier, les mettre en forme, etc. Donc, moi, je trouve ça vraiment... C'est très bien que ça arrive, mais enfin, c'est vraiment dommage 6 ans plus tard, alors qu'on est en fin de quinquennat d'Emmanuel Macron et que dans ces doléances, il y a des pépites, des trésors, des idées du terrain. Ce que disait Michel Barnier quand il a pris Matignon, bon, pour un temps très très court, mais une parole politique qu'on entend peu, c'est-à-dire les bonnes idées viennent du terrain. Et il y avait
de mémoire, hein, beaucoup d'idées sur la santé, beaucoup de problèmes qui allaient venir, le Covid allait arriver, etc. Les retraites qui étaient déjà au cœur de ces revendications-là. Donc, moi, je trouve que c'est aussi le symbole du fait qu'on n'écoute pas assez les Français. Mais la question, c'est de savoir pourquoi, finalement, on ouvre ces archives, en fait, maintenant. Dans quel temps politique on est. Je veux dire, pendant 5 ou 6 ans, on n'en a absolument pas entendu parler, alors que c'était en effet une demande extrêmement forte, et il y avait une attente, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2 millions de contributions, 20 000 cahiers. Les Français ont fait l'effort d'écrire, et parfois longuement. Pourquoi ça arrive maintenant? Justement, ouais, c'est quoi les enjeux pour le président de la République? C'est arrivé sur la République table. Alors déjà, Michel Barnier en avait parlé, je crois, au premier trimestre. François Bayrou a remis le sujet sur la table. Il y a eu cette résolution portée par Marie Pochon, et ça, c'est très très bien. Mais ça arrive maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est dans un temps politique où il y a eu cette dissolution, et c'est le contexte politique que l'on sait depuis près d'1 an maintenant, sans majorité, avec une situation politique instable, où finalement on s'en remet d'une certaine manière aux Français. On essaye du moins de s'en remettre aux Français pour savoir quoi faire. Alors que depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui ressort quand même dans ces cahiers, c'est ce sentiment de mépris que j'ai beaucoup bossé, que j'observe beaucoup aussi sur le terrain, dans mes enquêtes de terrain, avant, pendant et après le mouvement des Gilets jaunes. Je pense qu'il y a aussi un effet d'amplification depuis 2022 avec la période de l'inflation, où la question du pouvoir d'achat était aussi extrêmement présente dans ces contributions, et certainement amplifiée encore aujourd'hui. Marie Pochon, quand vous avez décidé de défendre cette proposition de résolution, qu'est-ce qui vous a porté? Qu'est-ce qui vous animait? Qu'est-ce que vous vouliez absolument voir arriver? Pourquoi ces 6 ans vous paraissaient insupportables? Non, mais effectivement, pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense que c'est ce qu'on lit dans les doléances, c'est à la fois l'espoir d'être lu et d'être considéré enfin, et en même temps, chacune de ces doléances quasi commence par « je sais que personne ne lira ce que j'ai à dire, pour autant j'ai quelque chose à dire ». Et donc parfois on a 6 pages de propositions, etc., qui sont portées par les citoyens qui ont rempli ces cahiers. Donc il y a une vraie réponse à un ressenti de mépris de la part du chef de l'État, de la part des gouvernants de manière générale, hein, c'est assez large, sur laquelle je pense on doit pouvoir travailler. Et moi, ce qu'on m'a répondu, pour expliquer peut-être les 5-6 ans sur lesquels qu'on a dû attendre en tout cas pour enfin en arriver là, même si le travail n'est pas terminé, peut-être qu'on y reviendra, notamment sur la publication en ligne. Moi, on m'a souvent répondu, au niveau du gouvernement, en tout cas, on nous répondait des arguments techniques. C'est trop compliqué d'anonymiser, on ne sait pas faire, ça va coûter extrêmement cher. Et donc, c'est l'argument, en tout cas, qui nous était donné sur le fait de ne pas publier ces doléances, qui est en effet une évidence, au-delà d'être une promesse politique. Bien évidemment que quand on lance un processus démocratique tel que celui-ci, tout à fait hors norme, bien évidemment qu'il faut y apporter une réponse et y donner suite. On ne peut pas juste clôturer le chapitre et puis se dire que c'est fini et que les colères vont s'apaiser de cette manière-là. Mais en fait, moi, mon ressenti de ces dernières années, c'est qu'également, il y a eu une volonté de la part de certains dirigeants politiques que de ne pas voir et que de ne pas vouloir comprendre quelles étaient les aspirations citoyennes. Ce qu'on retrouve dans ces cahiers, c'est une demande de justice fiscale extrêmement forte, notamment le retour de l'ISF qui revient extrêmement régulièrement. C'est la fin des privilèges, c'est des investissements et des politiques publiques centrées notamment en matière de mobilité, d'accès aux services publics, d'écoles républicaines qui émancipent vraiment, de hausse des revenus et notamment du SMIC. Il y a beaucoup de revendications là-dedans qu'à mon sens, peut-être que le pouvoir en place n'a pas voulu entendre. J'espère qu'effectivement la publication de ces doléances et leur accessibilité à toutes et tous permettra la pression nécessaire à ce que ces politiques publiques soient véritablement mises en œuvre et qu'enfin on écoute les Françaises et les Français. Alexandre Hébert, justement, on va regarder en détail avec vous les principaux thèmes abordés par les Français au moment des Gilets jaunes dans ces cahiers de doléances. Oui, parce qu'avec près de 20 000 cahiers répartis dans toute la France, les revendications sont, vous vous en doutez, extrêmement nombreuses. Pour autant, il y a effectivement un certain nombre de thèmes qui ressortent beaucoup, à commencer par celui du pouvoir d'achat, avec des demandes autour de la hausse des salaires ou encore de la suppression de la CSG. La question de la fiscalité est beaucoup posée également, avec beaucoup de demandes autour
d'une justice fiscale qu'ils veulent plus importante, ou encore le retour de l'impôt sur la fortune. Et puis la question des services publics revient aussi beaucoup avec la demande de plus de moyens. Une question est tout de même centrale dans l'ensemble de ces cahiers, c'est celle du travail et de la possibilité de vivre dignement, avec des messages parfois très forts, à l'image de cette lettre collée dans un cahier de doléances en Gironde par une mère de famille que je vais vous lire. Monsieur le Président, j'aimerais que vous expliquiez à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage partout dans la maison et pourquoi maman sait déjà qu'elle ne pourra pas lui payer de grandes études. De nombreux messages expriment également le désir d'une société moins verticale, notamment l'instauration d'un référendum d'origine citoyenne, le fameux RIC qui a été voulu par les Gilets jaunes. Et puis, beaucoup de messages dénoncent les privilèges, je cite, de la classe politique, en visant tout particulièrement les sénateurs et les anciens présidents de la République. Beaucoup de ces cahiers ont également une coloration très locale, avec des problématiques adaptées, puisque par exemple dans le département de la Creuse, beaucoup de messages notent les difficultés de la vie en ruralité ou encore le manque de médecins. Enfin, de très très nombreux messages laissés dans ces cahiers s'inquiètent des suites qui leur seront données, avec notamment la crainte qu'ils ne soient jamais lus ou utilisés par la classe politique. Et il est vrai que le temps leur a quand même plutôt donné raison. Merci beaucoup, Alexandre Hébert. Il y a matière à discussion autour de tout ça, et on le fait sur ce plateau. D'abord, Astrid de Villaine, moi j'aimerais comprendre. On voit que la plupart des messages, ils commencent par Monsieur le Président, ou en tout cas ils visent aussi le Président dans leur contenu, ou en tout cas la fonction qu'il incarne. C'était quoi l'enjeu pour Emmanuel Macron de ne pas autoriser ces publications jusqu'à présent, et c'est quoi l'enjeu pour lui de le faire aujourd'hui ? C'est à l'image de la Ve République, c'est-à-dire d'une grande verticalité du pouvoir. Tout remonte au président de la République, et c'était lui qui était visé dans les manifestations de Gilets jaunes, on s'en souvient très bien. Il y a eu une erreur fondamentale qui a été celle de la taxe carbone. C'est pour ça, c'est à cause de ça que la crise des Gilets jaunes est née. Il y a eu toutes ces mobilisations qu'on a vues tous les samedis, avec jusqu'aux violences, etc., de l'Arc de Triomphe, et il y a eu une volonté du pouvoir d'éteindre la crise. Emmanuel Macron, il a eu, comme souvent, de très bonnes intuitions. L'intuition du grand débat a collé d'un gros chèque, 17 milliards d'euros quand même, pour revenir sur la taxe carbone et calmer la colère. Mais je pense qu'en réalité, cette colère, elle n'a jamais disparu. Et on le voit sur le terrain. Aujourd'hui, elle est peut-être plus sourde, il y a peut-être plus de résignation, mais il y a toujours ce rapport-là qui est arrivé très vite, en fait, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. 2018-2019, il a été élu en 2017. Donc moi, je pense qu'il y a eu des problèmes techniques, mais enfin, qu'il y a surtout eu une volonté, comme souvent, de faire des grandes promesses et de ne pas les tenir. Et c'est ça qui exaspère les Français. On pourrait se souvenir aussi du Covid. Rappelez-vous, au moment du Covid, les grandes allocutions d'Emmanuel Macron, quand il disait « plus rien ne sera jamais comme avant, on va tout changer, tout chambouler ». Résultat, patatras, il n'y a pas eu vraiment de grands changements. La question du travail qui est là, qui est au cœur de ces doléances et qui était au cœur de la crise des Gilets jaunes, le travail qui ne paie plus, les différentes formes de travail en France qu'il faut absolument repenser. Gabriel Attal en a parlé, Elisabeth Borne en a parlé, on en parle. Et puis, il ne se passe rien. Et c'est dommage, parce que vraiment, il y a matière, en fait, à discussion et à amélioration de la vie des Français. Est-ce que, justement, il n'y a pas des éléments qu'Emmanuel Macron peut aller piocher pour défendre son bilan, en disant, voilà, ce sujet-là, on l'a traité, ce sujet-là, on a fait ça. Est-ce que ces cahiers de doléances, j'imagine que vous ne les connaissez pas tous par cœur, mais est-ce que quand même, il n'y a pas des éléments où on s'aperçoit que la France a un peu avancé ? Écoutez, ces cahiers de doléances, pour avoir eu quelques informations, notamment au travers des travaux des chercheurs qui se focalisent, sont assez intéressants, parce qu'ils ne sont pas forcément... on fait souvent la confusion, en fait, entre le mouvement des Gilets jaunes et ces cahiers de doléances. C'est un peu différent. C'est-à-dire que globalement, des informations que l'on peut avoir, les gens qui ont répondu à son cahier ne sont pas exactement ceux qui étaient sur les ronds-points. Alors, certes, des Gilets jaunes ont participé à cette démarche, mais ils ont eu aussi leur démarche. Et on se rend compte que là, sociologiquement, on est plutôt sur une tranche d'âge autour de 45 ans, en moyenne, évidemment, donc plutôt un peu plus âgé. On est plutôt sur des classes moyennes, des petits moyens, c'est-à-dire on n'est pas forcément sur des classes populaires. On a une surreprésentation plutôt des petites villes et des villes moyennes et de la ruralité. Très peu de jeunes aussi. Très peu de jeunes, exactement. Alors, notamment parce que sur les contributions écrites, écrites matérielles, je veux dire. Il aurait fallu permettre de participer par Internet. On sent, si vous voulez, que cette démarche, elle a été partielle, mais elle donne une photographie, je dirais, qui est assez rare, y compris dans les partis politiques, parce que toute cette représentation, en fait, elle n'existe pas
dans aucun parti politique. On focalise beaucoup sur la personne d'Emmanuel Macron, mais moi je trouve que les partis politiques auraient un rôle à jouer au-delà de la dimension parlementaire pour traiter et partir quelque part du réel. Et qu'est-ce que l'on voit dans ce réel ? On voit justement une forme de sursollicitation des salariés de manière générale à l'effort social et fiscal. Finalement, un travail qui ne paie plus, en effet, des problématiques d'organisation du travail qui sont extrêmement fortes, des problématiques aussi, l'écologie est abordée de manière extrêmement concrète aussi, pas forcément sous l'angle politique tel qu'on peut le voir habituellement dans le débat public. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ces cahiers de doléances, y compris je les cite, des partis politiques. Marie Pochon, vous dites que ces cahiers sont la plus grande expression libre de notre histoire. Je vous cite depuis la Révolution française quand même, j'imagine. Oui, c'est effectivement. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est les chercheurs qui ont eu accès. Et effectivement, on est sur la plus grande consultation en expression libre de l'histoire, et c'est là tout l'intérêt, à mon sens politique, de ces cahiers. On a régulièrement des consultations, alors que ce soit par voie référendaire, même si on n'en a pas beaucoup, ou par voie d'élection. Mais l'élection est un choix contraint entre des candidats qui sont désignés d'avance et sur lesquels il faut choisir. Là, on a vraiment la possibilité, via les cahiers de doléances notamment, la possibilité pour les gens qui les ont remplis de prioriser ce qui est important pour eux. Et c'est là où les thèmes qu'on y retrouve sont super importants. On voit là les préoccupations réelles, concrètes des Françaises et des Français qui ne sont pas manipulés par une question sondagière ou par des candidats sur lesquels il faudrait se prononcer. Donc là est l'importance, peut-être pour ajouter également aux différents éléments qu'on trouve dans ces cahiers, et pour rebondir, parce qu'effectivement la mobilisation des Gilets jaunes, elle fait écho à l'instauration de la taxe carbone, et puis des 80 km/h, et puis d'un certain nombre en tout cas de mesures dites écologiques qui venaient peser principalement sur les classes moyennes et populaires, dans une forme d'injustice également, puisque les plus privilégiés, ceux qui polluent le plus, n'étaient pas plus concernés en tout cas par la taxe carbone. Ce qui est intéressant de voir dans les cahiers, c'est qu'on n'a pas un rejet de l'écologie de manière générale. On a une volonté de transition écologique, mais d'une transition écologique qui soit juste, c'est-à-dire qui incombe en premier lieu à celles et ceux qui polluent le plus et qui ont le plus de moyens, en tout cas, pour pouvoir y contribuer et faire leur part. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans les cahiers, et ça explique peut-être la reluctance d'un certain nombre de personnes qui nous dirigent à les ouvrir et à en tenir compte pour mettre en place des politiques publiques, même si je rejoins le fait que, oui, il est temps que l'ensemble des familles politiques s'en inspirent, aillent ouvrir les cahiers et puissent construire leurs propositions politiques sur la base de la parole citoyenne, plutôt que de manière déconnectée, comme on le voit bien trop souvent. Astrid de Villaine, on le voit bien dès maintenant avec l'ouverture aujourd'hui. Bon, il faut faire la démarche d'aller, vous le disiez Vincent, aux archives départementales ou nationales. Voilà, ça reste une démarche, mais à partir de 2026, ce sera en ligne, 2026 municipal, 2027 présidentielle. On imagine bien que ça va être une mine d'or pour les partis politiques. Espérons-le. Oui, ça peut être aussi pour démontrer des tas de choses. Non, mais je rejoins le fait que certains partis politiques sont vraiment déconnectés du terrain. Certains ne s'intéressent même pas au municipal, en réalité. J'espère qu'en effet, ça va arriver dans le débat public, mais on a aussi vu souvent des moments dans l'actualité qui font la une et puis qui sont oubliés très vite. Moi, c'est plus ça ma crainte, en réalité. Non, parce que je voulais dire, il y a quelque chose qui ressort beaucoup aussi de ces cahiers de doléances, c'est la question des femmes, et on revient au mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'étais présent sur les ronds-points à l'époque du côté de Denain, j'étais dans l'écriture d'un livre, dans le Nord. Les racines de la colère, à l'époque. Je suivais des personnes qui se sont engagées dans le mouvement, mais avant que le mouvement existe, en fait. Denain, pour le contexte, c'est le bassin minier, une des villes les plus pauvres de France. Voilà. Exactement. Et moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, et c'est ce qu'on retrouve dans ces cahiers de doléances, c'était une forme de surreprésentation sociale des femmes sur ces ronds-points, et une surreprésentation de femmes qui sont totalement invisibles du champ de la politique ou de la citoyenneté ou de l'action citoyenne en général. Et c'est dit par des chercheurs, et c'est confirmé d'ailleurs par des chercheurs, ces femmes, c'était principalement beaucoup de mamans solo, comme on dit, et beaucoup de travailleuses du lien. Des aides à domicile, des aides-soignantes, des infirmières,
des femmes qui en fait ne s'en sortent pas et qui venaient là pour leurs gamins, quoi, concrètement. Et moi, j'ai travaillé sur ce sujet justement des petits liens. On les a retrouvés ensuite pendant la crise sanitaire. Il y a y compris des collectifs qui se sont formés de travailleuses du lien qui portent un certain nombre de revendications, et ce sont vraiment des revendications sociales qui ont été portées. Et ce que l'on peut dire aussi, un des sujets finalement peu abordés dans ces cahiers de doléances, c'est la question de l'immigration, qui finalement est reléguée vraiment à l'arrière-plan sur les enquêtes qui ont été faites. Contrairement à beaucoup de sondages, finalement. Oui, et puis même à à la globalité du débat public ou des propositions politiques, notamment à droite et à l'extrême droite, qui parfois ne parlent presque que de ça. C'est intéressant ce que vous dites sur l'immigration, parce que moi, je me souviens au moment des Gilets jaunes, j'avais des proches de Nicolas Sarkozy qui me disaient au téléphone « Je ne comprends pas ce mouvement, personne ne parle d'immigration ». Et comme s'ils découvraient, entre guillemets, le peuple. Autre chose qui m'intéresse énormément dans ce mouvement, c'est la grammaire révolutionnaire, en fait. Les femmes, c'est intéressant, la place des femmes dans la Révolution française. Marianne. Marie Pochon, à l'instant, Madame la députée, qui parlait de fin des privilèges. Parfois, dans les franges les plus radicales, il y avait des appels à la décapitation d'Emmanuel Macron. Il y avait quelque chose d'insurrectionnel, en fait, chez les Gilets jaunes, qui aurait pu peut-être se transformer en quelque chose de révolutionnaire. En tout cas, ça a été la crainte du pouvoir en place. Il y avait des appels à aller marcher sur l'Élysée. Quand les Gilets jaunes étaient à l'Arc de Triomphe, en plein Paris, ça a cristallisé un moment politique et une compréhension. Est-ce que c'était à la même époque ce tractopelle sur le ministère de Benjamin Griveaux? Et puis, je crois aussi quelque chose qu'on a vu aux dernières européennes qui est intéressant dans l'analyse, parce que je pense quand même que le RN récupère aussi une forme de cette colère-là. C'est 90% des villes françaises, enfin des communes, qui mettent le RN très, très, très en tête, plus de 30% aux dernières européennes. Et Paris, pas du tout, par exemple. Et je crois que ce clivage Paris-province, il a toujours existé, mais il a été aggravé par la fin du cumul des mandats, par l'arrivée d'Emmanuel Macron aussi au pouvoir, avec des profils pas du tout d'élus locaux, ou plutôt des gens qui venaient de la société civile dans des postes dans des grandes villes assez aisées. Et je crois que c'est aussi ça que nous disent les doléances, c'est-à-dire revenez nous voir, en fait. Moi, j'ai toujours en tête un exemple à Châteaudun aux dernières européennes, où il y avait des bulletins, on m'a rapporté qu'il y avait des bulletins dans l'urne, 2 bulletins Bardella. Donc non pas pour voter Bardella, mais pour dire, écoutez-nous, on est là, une sorte d'appel. Souvent, le vote RN, c'est ça aussi, depuis Jean-Marie Le Pen, c'est le vote de la colère. Tout ça, en fait, je crains, moi, en tant qu'observatrice, que ce ne soit pas du tout refermé. Justement, est-ce que tous ces cahiers de doléances ne mettent pas aussi de l'eau dans le moulin, à la fois de ceux, je pense notamment à certaines incarnations à la France Insoumise, qui plaident pour une 6e République sur base, justement, de démocratie citoyenne, et puis de l'eau dans le moulin de ceux qui auraient des discours un peu à relents poujadistes, pour faire référence à l'histoire. Il ne faut pas être grand clair pour constater aujourd'hui qu'il y a une crise démocratique profonde qui traverse la Ve République. Ça, je crois que c'est évident, et c'est bien antérieur d'ailleurs au mouvement des Gilets jaunes. On a, y compris, on peut parler de ce que l'on a fait des conventions citoyennes. Il y a eu des consultations qui ont été ouvertes, qui finalement n'ont pas débouché sur grand-chose. On peut remonter encore plus loin. On va célébrer dans les jours qui viennent les 20 ans du non français au traité constitutionnel européen. Je veux dire, la question de savoir comment on tient compte de la vie des citoyens, elle est clairement posée dans le fonctionnement de nos institutions. Ça, je pense que c'est extrêmement clair. Et effectivement, ça nourrit très clairement aujourd'hui le vote Rassemblement national. Alors, bon, la France Insoumise, c'est encore autre chose. Il y a aussi une nouvelle configuration depuis 2017 avec le bloc central qui offre forcément un espace à la gauche, très à la gauche d'Emmanuel Macron et très à la droite, d'Emmanuel Macron. Forcément, aujourd'hui, il se cristallise des colères. Mais ce que vous disiez, en effet, sur le fait que le vote RN, c'est principalement le RN qui a profité de cette colère à laquelle on n'a pas répondu, et est en effet une réalité. Moi, je l'ai constaté, je le constate encore tous les jours. Le sentiment de mépris nourrit très, très profondément ce vote. Et je crois qu'il y a aussi un élément en France dont on parle assez peu, qui est la question de la hiérarchisation, à la fois des diplômes
qui joue sur la hiérarchisation du travail. Et cette crise du travail, cette crise justement démocratique, pour moi, elle est aussi énormément nourrie, on en parle peu, par la crise du travail, qui est extrêmement profonde, avec beaucoup de nos concitoyens qui vivent mal leur travail, et ça, c'est particulièrement vrai en Europe, qui subissent profondément aussi les hiérarchies au travail, et un manque d'autonomie à la fois au travail et dans leur vie. Et ça va se retrouver aussi sur la question des mobilités. Vous parliez de Paris-Province. C'est pas que Paris-Province, c'est les métropoles. Il faut savoir que 80% des richesses produites en France sont concentrées dans les 10 métropoles, avec une bonne part pour Paris. Donc bien évidemment, ça crée des situations extrêmement compliquées que l'on va retrouver, y compris dans les services publics, dans les petites et les moyennes villes. Marie Pochon, est-ce que ces cahiers de doléances, ils n'ont pas un aspect un petit peu boîte de Pandore dans un contexte politique et social hyper tendu en France? Est-ce que c'est pas quelque part assez dangereux de ressortir ces dossiers-là maintenant? Alors non, je crois que c'est jamais dangereux d'écouter une parole citoyenne qui a été pour le coup réfléchie, puisqu'on parle d'écrit. On ne parle pas de slogans dans des manifestations qui peuvent être sortis comme ça sans réfléchir. Il y a quand même eu une démarche que d'aller se rendre en mairie, d'aller remplir ses colères, en sachant pour la plupart des doléances qu'elles vont être lues par celles et ceux qui arriveront derrière et qui rempliront le cahier. Donc il y a quand même une démarche réfléchie et je crois qu'il faut la prendre en compte, faute d'accroître encore le sentiment de colère, de mépris et d'humiliation. Ça a été dit, il y a eu le référendum de 2005, il y a eu les doléances, il y a désormais des mobilisations massives, je pense aux mobilisations contre la réforme des retraites qui n'ont absolument pas été entendues, jusqu'à un vote lors des élections législatives de l'an dernier, où près de 80%, 85% de la population s'est déplacée, est allée voter, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu une mobilisation pareille lors d'élections législatives sous la Ve République, et un vote qui n'est pas vraiment pris en compte derrière dans la formation du gouvernement. Donc on est dans un... j'additionne ça avec la non prise en compte des doléances, j'additionne ça avec effectivement les conventions citoyennes pour le climat qu'on espérait voir appliquer sans filtre, et finalement on en a mis beaucoup des filtres. Bref, tout ça, c'est à chaque fois que ces événements-là arrivent, on abîme un tout petit peu la démocratie et finalement le sentiment qu'on va être écouté, que notre parole elle est considérée, qu'on a une place également dans la République et dans le fait et dans les décisions politiques, et on se sent mis de côté. Et c'est ce qui était dit à l'instant. Effectivement, il y a cette rupture ce sentiment de rupture entre les habitantes et les habitants des grandes métropoles et ceux qui en habitent loin. Et ce sentiment-là, il est bien évidemment instrumentalisé par d'autres. Merci, donc, oui, il y a beaucoup de propositions et toutes ne sont pas en accord dans les doléances. Bien évidemment, on parle de 2 millions de contributions, donc bien évidemment qu'il y a beaucoup de propositions qui peuvent être différentes. Pour autant, ce qu'on remarque, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au global, on peut voir une centaine de propositions globalement qui ont une forme d'approbation générale et qui reviennent extrêmement régulièrement, peu importe les territoires, peu importe les classes sociales, peu importe l'âge des personnes qui les soumettent. Et c'est ça qui est intéressant. Merci, vous restez avec nous, Marie Pochon. Un programme politique. Vous restez avec nous pour répondre aux questions des téléspectateurs dans une poignée de secondes. Juste le temps, Astrid de Villaine, pour conclure ce débat ensemble avant on vous répond. Après ça, le gouvernement ne peut pas ne rien faire. C'est vrai qu'on n'arrête pas de l'entendre. On a beaucoup dit qu'Emmanuel Macron était le roi des grands débats, des consultations citoyennes qui ne menaient à rien ou dont il ne tenait pas compte des résultats. Donc là, aujourd'hui, François Bayrou sera obligé de faire quelque chose ? Le problème, c'est que par rapport à 2017-2018, on est dans une situation politique bien différente, avec une majorité qui n'est pas une majorité, avec une assemblée fracturée, et il reste que 2 ans. Donc en fait, en politique, 2 ans, c'est très court, surtout à la fin d'un deuxième mandat. Autant au début, c'est le moment où on peut faire beaucoup. Autant là, on ne voit pas très bien quelle marge de manœuvre il aurait. Après, il peut trouver des consensus. La preuve, la résolution de la députée Pochon a été adoptée à l'unanimité. Moi, je crois que si dans cette période politique, ça peut être le retour au Parlement, le retour au consensus et le retour au peuple, en l'occurrence, en écoutant ces doléances. Si on pouvait avoir quelques éléments qui avancent grâce à ces cahiers de doléances, ce serait une bonne nouvelle sans doute pour les Françaises et les Français.
Et nous, à France Info, on a des cahiers de doléances tous les jours. Avec On vous répond. Florence Thiel, c'est l'heure de répondre aux téléspectateurs avec vous. Exactement. Et vous avez été nombreux, effectivement, à nous écrire sur ces cahiers de doléances, précisément sur ce qu'ils contiennent, mais aussi sur l'enseignement qu'on en a, donc 6 ans après leur rédaction. Et on va commencer par ça, par une question de Michel, qui se demande: ces cahiers de doléances ne montrent-ils pas que malgré l'abstention lors des élections, eh bien, les Français s'intéressent toujours à la vie politique et aussi à l'avenir du pays, Monsieur Jarousseau? On peut dire que c'est ça l'enseignement qu'on en a maintenant, c'est que les Français, ils s'intéressent à ce qui leur arrive et ils cherchent des solutions. La question, c'est de savoir si les Français attendent quelque chose des politiques, à mon avis. Je pense qu'ils s'intéressent à leur propre sort et au fait que collectivement, on arrive à trouver des solutions et des débouchés. Maintenant, la question de savoir, c'est est-ce qu'ils y croient. Moi, pour avoir beaucoup travaillé pendant 10 ans, avoir suivi des électeurs du Rassemblement national et dans la durée, y compris pour observer les évolutions. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que vous avez beaucoup d'électeurs du Rassemblement national qui, en réalité, n'attendent pas grand-chose de ce parti une fois au pouvoir. Je ne parle pas de tous les électeurs du Rassemblement national, mais beaucoup ne se font en fait pas beaucoup d'illusions sur la capacité de la politique en fait à changer leur vie, à bouleverser aussi l'ordre économique et social. C'est aussi une réalité que l'on peut voir, d'où parfois des mesures, et ça ressort beaucoup dans les cahiers de doléances, sur plutôt des mesures qui sont extrêmement concrètes pour agir par exemple sur les taxes, sur la fiscalité, plutôt que sur les salaires, parce que finalement, beaucoup de gens n'y croient pas, malheureusement. Il y a une forme de résignation qui est lourde. Madame Pochon, vous diriez aussi que les Français ont écrit, mais finalement sans vraiment d'espoir derrière. Oui, et ils le disent très clairement dans leurs écrits. Souvent, il est dit « je sais que ça ne servira à rien, mais pour autant, je tiens à vous dire ça, ça, ça ». Donc c'est assez intéressant. Puis moi, je le vois en tant que députée par ailleurs, depuis 3 ans maintenant, le nombre de personnes qui disent qu'ils n'attendent pas grand-chose en vérité. Et ça, c'est super dangereux que de se rendre compte que beaucoup de gens se sont décrochés de la politique. Il y a des raisons très légitimes à cela. C'est parce que finalement, leur vote n'a pas été pris en compte, parce que leur avis n'a pas été pris en compte, et parce qu'en fait, on a cette multiplication d'épisodes démocratiques où on a voulu écouter les Français et qui n'ont rien donné. Et donc ça crée de la déception, ça crée un sentiment de mépris et d'humiliation qui ne peut amener qu'au pire, effectivement. Mais il y a à la fois, je pense que c'est assez ambivalent dans les cahiers de doléances, puisqu'on voit à la fois dans les cahiers écrits noir sur blanc, je sais que ce cahier ne sera pas lu, je sais que personne n'en tiendra compte, je sais que ça ne servira à rien, et pour autant, la personne a parfois écrit 5 pages de propositions, donc avec un secret espoir quand même qu'enfin la démocratie fonctionne un petit peu mieux. Une question de Manuel, cette fois sur l'autorisation de publier maintenant ces cahiers de doléances. Il se demande, Manuel, n'est-ce pas une manière pour Emmanuel Macron de mettre un point final, de clôturer cette période de colère? Astrid, ça peut être un des objectifs. Oui, peut-être, mais moi, c'est ce que je disais à l'instant. Je ne suis pas sûre que ça suffise, parce qu'il aurait fallu le faire bien avant. Oui. Et vous n'êtes pas du même avis, monsieur? Ah si. Je vois pas en quoi ouvrir les cahiers de doléances. C'est une manière de dire ça y est, c'est les archives, ça y est, j'ai plus de temps pour finir mon mandat. C'est dommage. Enfin, il fallait les ouvrir au moment clé. C'est surtout beaucoup trop tard, en effet. Et puis surtout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis quand même. Sur les cahiers maintenant, précisément, une question de Dom qui se demande: que sont devenus l'équivalent des cahiers de doléances remplis via Internet? Sont-ils tombés dans les oubliettes? Sont-ils intégrés à l'ouverture des cahiers? Et de quelle manière, Madame Pochon? Oui, tout à fait. Ils sont accessibles sur le site du Grand Débat National. Ces contributions qui avaient été faites sur des questions. Pour le coup, là, les thèmes étaient établis dans ce processus du Grand Débat en ligne. Et ce à quoi d'ailleurs les Gilets jaunes avaient répondu par le vrai débat pour pouvoir assurer une expression libre de l'ensemble des personnes qui remplissaient. Donc ça, c'est déjà accessible. Autre question de Joséphine qui se demande, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, pourquoi ces cahiers de doléances ne sont-ils pas mis en ligne? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est l'anonymisation? Qu'est-ce qui prend du temps, Monsieur Jarousseau? Eh bien, écoutez, il faudrait poser la question au gouvernement. C'est un manque de moyens ou un problème technique? Non, pour le coup, c'est vrai qu'il y a quand même un traitement
une numérisation qui est lourde. C'est vrai que normalement, ce qui est reversé dans les archives départementales n'est pas consultable par le grand public avant, et l'ouverture officielle, normalement, se fait au bout d'un certain nombre de décennies. Ça, c'est la règle en général, c'est consultable que par des chercheurs. Mais en l'occurrence, il y a surtout eu un manque de volonté politique évident, à mon sens, pour qu'on attende 6 ans. Voilà, c'est une promesse qui n'a pas été tenue, très clairement. Astrid, juste comme là, maintenant, on a une ouverture au grand public avec les archives, il faut se déplacer, etc. Et puis une ouverture plus tard sur Internet. Est-ce que ça n'aurait pas été plus malin d'attendre que tout se fasse simultanément ? Je sais pas, parce que vu qu'il y a 2 millions de contributions, moi j'ai envie de vous dire le plus tôt est le mieux. Donc autant les mettre en ligne. Ce que j'ai pu en revanche lire pour répondre à votre question précise ou à la question de Joséphine, c'est que en effet, anonymiser, ça prend du temps et c'est pour ça qu'on les aura dans un second temps en 2026. Mais c'est vrai qu'on a tendance désormais à être méfiant sur les promesses 2026 ou pas. Sachant que beaucoup de contributions sont déjà anonymisées. Voilà, donc... Ce qui pose la question du traitement d'ailleurs aussi. Et justement, à ce propos du traitement, Chantal, pourquoi l'intelligence artificielle n'a-t-elle pas été davantage utilisée pour faciliter l'analyse de ces cahiers ? C'est vrai qu'on en entend assez parler maintenant techniquement. Moi, les dernières intelligences artificielles de l'État que j'ai pu observer, elles font beaucoup d'erreurs. Donc je ne suis pas sûre qu'on soit totalement prêt en France sur ce dossier-là. Et moi, je m'en méfierais. Je préfère l'humain, moi, pour tester ce genre de choses. Je sais qu'Hervé Lebras alors c'est pas forcément de l'IA, mais Hervé Lebras, donc le démographe, a plutôt travaillé sur les mots qui reviennent. Donc ça, c'est statistique. Et ça permet quand même de voir certaines choses. Par exemple, on utilise plus le mot immigration qu'immigré, par exemple. Enfin, je citerai un exemple parmi d'autres. Il y a aussi selon les régions, il y a des thématiques qui reviennent plus que d'autres quand on croise des cartes. Donc l'IA ou la statistique peut permettre de certains types de traitements, on va dire. Mais c'est vrai que pour les chercheurs, les journalistes, les historiens que vous êtes, c'est une mine d'or et ça a quelque chose de touchant, cette écriture aussi à la main sur des cahiers. Alors, moi, mon travail de documentariste, c'est d'aller recueillir la parole des gens, de la restituer. Mais c'est pas que la parole, c'est aussi de restituer leur vie. Et je pense que je vois un attachement très profond des gens à parler de leur vie. Je parlais des femmes tout à l'heure, il y a quelque chose qui ressort dans ces cahiers. Je disais qu'il y avait beaucoup de contributions de femmes, mais dans la forme, ça change beaucoup de ce que racontent les hommes. Les femmes vont beaucoup plus être dans des récits de vie, dans des formes de récits intimes qui échappent un peu, d'une certaine manière, à la politique. Et ça raconte aussi beaucoup du besoin d'expression, du besoin d'exister en racontant ces vies. C'est un peu notre rôle à nous, journalistes ou documentaristes, normalement. Et en tout cas, c'est vrai que moi, ça m'aurait intéressé à l'époque. J'attendais beaucoup de cette promesse en open data. Je ne sais pas si ça rentre dans le champ de l'intelligence artificielle, mais on aurait eu envie de mettre des mots-clés, de voir en chiffres, en nombres, combien parle de santé, combien parle de climat. Hervé Lebras l'a fait. Ouais, mais bon, ça n'a pas inondé le possible avec débat. la version numérique. Et peut-être une dernière question. Au niveau local, cette fois, Yannick se demande si les chercheurs qui avaient déjà accès à ces cahiers, donc avant le public, pourquoi des études, notamment au niveau local, n'ont-elles pas vu le jour ? Est-ce que ça a été le cas ? Est-ce que localement, on a su tel ou tel département ? Est-ce qu'il y avait des thèmes précis qui ressortaient sur des départements, des régions précisément ? Alors, dans ce que j'ai lu, parce qu'il faut quand même le citer, il y a un numéro de sciences humaines qui est consacré à ces cahiers de doléances. Je pense qu'il est encore accessible. Et en fait, la matière qui existe, ce sont principalement soit des thèses, soit des travaux de recherche de post-doctorants qui sont généralement faits à l'échelle locale. On a parlé de la Gironde tout à l'heure. Je crois que ça a été fait dans la Nièvre aussi. Et c'est ça aussi la difficulté des cahiers de doléances, c'est que c'est difficile d'avoir une photographie nationale parce qu'on revient souvent aussi à des thématiques locales. Et là, la vision globale et l'analyse qui va pouvoir en être faite dans les mois qui viennent permettra peut-être aussi de dégager une photographie par territoire. Ça, c'est intéressant, je trouve. Et peut-être une dernière question de Janine qui se demande, est-ce que les jeunes ne sont-ils pas les grands oubliés de ces cahiers de doléances ? Est-ce qu'il y a une population précisément qui ne s'est pas exprimée ou moins que les autres ? C'est ce qui ressort très clairement. Les moins de 30 ans ont beaucoup moins participé à l'expression de ces cahiers de doléances. C'est pas forcément parfait non plus, mais c'est en effet un des manques.
Et puisque vous demandiez, Florence, il y a un documentaire à revoir en replay sur francetv.fr qui s'appelle Les doléances, qui a été réalisé par Hélène Desplanques, voilà, qui a mené son enquête sur ces fameux cahiers. Merci Florence, vous revenez cet après-midi. Oui, exactement. Je reviens à 14h40. On évoquera toujours ces cahiers de doléances, mais on élargira aussi aux consultations citoyennes, aux grands débats qui avaient eu lieu également. Et on vous pose la question en tant que citoyen, vous sentez-vous entendu? Donc n'hésitez pas à nous répondre, à nous poser vos questions. Et donc à 14h40, nos experts vous répondront. Merci beaucoup Florence. Merci à tous les trois. Dans un